Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dis-moi ton hôpital, un numéro un petit peu spécial, puisqu'en fait il va être consacré à ce qui s'est passé sur cette année 2021, ce qui va se passer dans cette année 2022. En fait ce sont les vœux, ça remplace un petit peu les vœux. Tout au long de ce podcast, on va évidemment évoquer ce qui s'est passé donc sur ces derniers mois, les projets, ils sont nombreux du centre hospitalier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis vous entendrez aussi des soignants qui évidemment ont été mobilisés sur cette crise sanitaire. De très beaux témoignages, ça va commencer tout de suite. Première partie donc de ce podcast Dis-moi ton hôpital, nous allons évoquer pendant plusieurs minutes des témoignages de soignants qui vont nous raconter un petit peu cette année particulière, évidemment cette année 2021. Et nous sommes avec Louis Alouchery. Merci Louis d'être avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous avez un parcours qui est sacrément complet, puisqu'en ce moment, si je dis pas de bêtises, vous êtes à l'école pour devenir infirmier. Normalement, si tout va bien, ce sera l'année prochaine. Mais vous travaillez depuis... Pour cette année. Ce sera cette année. Vous allez aussi... vous travaillez depuis 2005 au CHD. Vous avez fait plein de travail. Vous avez vraiment été... vous avez fait plein de travaux. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait à l'hôpital. J'ai un parcours assez complet. On va dire que j'ai fait toutes les étapes en commençant par ASH, brancardier. Ensuite, je suis parti à l'école d'aide-soignant en 2006. J'ai été diplômé en 2007. J'ai commencé tout de suite la fonction d'aide-soignant à l'hôpital. Et en 2018, j'ai voulu partir en formation infirmier. Ça m'a attiré. J'ai eu le concours et l'hôpital m'a financé pour cette formation. Et pourquoi alors à chaque fois changer de métier? Qu'est-ce qui vous plaît à chaque fois? C'est quoi? C'est le challenge? C'est l'évolution de carrière. Ensuite, le métier d'infirmier, il a un rôle plus précis que le rôle d'aide-soignant. Et tout ce qui est technicité, ça m'a attiré. Donc du coup, je me suis lancé. Racontez-nous comment ça se passe cette année 2021 au sein du centre hospitalier là, en pleine crise sanitaire. C'est évidemment très intense en début d'année parce qu'avec le variant anglais, on a été fortement impacté. En plus des stages avec l'IFSI et les cours, on était souvent rappelés pour le renfort les week-ends pour soulager un peu les équipes et les arrêts maladie. Et j'ai été souvent appelé, mais... Les relais de garde, c'est ça? Vous avez pris beaucoup de relais de garde, c'est ça? Oui, du lundi au vendredi en stage, et le week-end en renfort AS, 12h le samedi, 12h le dimanche, et le lundi en stage. Donc j'enchaînais 15 jours, après j'avais le week-end en repos, et après on refaisait la même chose. Et ça va alors? On le fait pour les patients. Pour les collègues aussi, non? De côté. Les collègues aussi, parce qu'ils doivent se reposer, mais les patients, ils ont besoin des soignants. J'ai l'impression que ça a été ça aussi finalement cette année 2021, c'est que du coup on a eu aussi les équipes qui se sont regroupées, qui se sont rapprochées, voilà, on est obligé de s'entraider. Ah oui, j'ai senti les équipes soudées. Qu'est-ce que vous allez retenir finalement vous de cette année 2021? Qu'elle a été intense, fatigante, en plus de la vie professionnelle, personnelle. Les études à poursuivre. Ça va être quoi la suite du coup là vous avez encore un stage avant de devenir officiellement infirmier, c'est ça? Là je suis en plein partiel. Ensuite on repart en stage à partir de la semaine prochaine. Les vacances qui vont faire du bien si on n'est pas rappelé. Et le dernier stage pré-pro pour ensuite l'attente des résultats pour savoir si on est diplômé ou pas. Merci en tout cas d'avoir été au front, d'avoir été mobilisé tout au long de cette année, puis merci d'avoir participé à Postcat. Avec plaisir. On continue à revenir sur cette année 2021, évidemment particulière pour le centre hospitalier. Et nous sommes désormais avec Nathalie Avec, qui est infirmière de bloc opératoire, diplômée d'État. Merci d'être avec nous, Nathalie. Merci, ce sera le maître mot de cette interview particulière, parce que cette année 2021, ça n'a pas été une année comme les autres pour vous. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi votre histoire? Oui, moi je suis contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir remercier en particulier l'équipe du bloc opératoire dans son entièreté, parce que cette année, ma fille Léonie a subi un cancer. Aujourd'hui, elle se porte très bien, le traitement s'est bien passé, il est terminé, elle est en suivi, dans un suivi qui s'annonce tout à fait normal.
Mais bon, là, pendant cette période difficile, j'ai vraiment eu le soutien complet de mes collègues et ils ont été très généreux en m'offrant un ou plusieurs jours de congé chacun, ce qui m'a permis de rester plus de 4 mois auprès de Léonie grâce à eux. Comment ça s'est fait alors? C'est quoi? C'est eux spontanément qui vous ont dit Nathalie, alors on va ça t'aider? s'est fait spontanément. Je ne sais pas au concret exactement comment ça s'est passé, mais ça s'est fait effectivement spontanément. Je pense que tout le monde n'en avait même pas connaissance de cette possibilité. Moi, je ne le savais pas d'ailleurs. Et l'encadrement a géré ça et je n'ai eu aucune démarche à faire. Ça aussi, c'était vraiment bien parce que psychologiquement, je n'étais pas disponible pour m'occuper de l'administration ou de quoi que ce soit. Donc, tout a été géré et j'ai été soulagée d'un poids au moins de ce côté-là au niveau professionnel. C'est ce que beaucoup de soignants nous font remonter dans cette année qui est particulière. Voilà, il y a beaucoup de fatigue, évidemment. Certains qui sont toutes craqués, beaucoup qui ont préféré changer de voie parce que ça a été difficile cette année. Mais il y a eu aussi des équipes qui se sont comme ça rapprochées, beaucoup de solidarité. Oui, alors qu'ils étaient déjà eux-mêmes dans la difficulté parce que redéployés dans d'autres services à cause du Covid. Chacun a aussi ses problèmes d'ordre personnel en plus du professionnel. Donc ça m'a vraiment touchée d'être ce don qu'ils ont fait. Alors du coup, votre histoire, ça permet aussi d'évoquer la vie du CHD au général, donc voilà, avec évidemment cette histoire de Covid, mais du coup, dans les autres services, on imagine que là aussi, cette année, c'est pas une année comme les autres. Comment ça se passait au 8e étage, qui est l'étage de la pédiatrie, hein, c'est ça? Où Oui, était du coup votre fille? C'est ça. De ce fait-là, cette année, j'ai passé pas mal de temps au 8e étage, qui est le service de la pédiatrie. C'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire par ce Covid. Léonie n'avait pas le droit de sortir de sa chambre. Elle a fait quand même beaucoup de séjours d'hospitalisation pour des raisons diverses, parfois programmées, parfois non programmées, parce qu'une infection, un bilan sanguin qui n'était pas correct. Malgré tout, je n'ai pas le sentiment qu'on en ait plus souffert que ça en tant que patient, parce que la bienveillance, elle était toujours présente. Et c'était difficile quand même pour moi de passer en tant que soignant de l'autre côté de la barrière, d'accepter de voir ma fille être soignée, être touchée par quelqu'un d'autre, par un autre soignant. Et elles l'ont fait avec beaucoup de tact et de bienveillance. Et j'en ai vraiment une bonne expérience. Quand on travaille au bloc opératoire, on est quand même dans un secteur fermé et on ne sait pas ce qui se passe dans les services finalement. Et ça m'a donné quand même aussi une ouverture d'esprit et puis une remise en question peut-être aussi personnelle et professionnelle sur la prise en charge des patients, sur l'accueil, sur le sourire, l'accompagnement. Il y a des mots qui sont importants et là j'en ai pris vraiment pleinement conscience pendant ces jours. Bon, comment ça va aujourd'hui? Parce que bien. Même quand on reste comme ça, n'importe quel métier, hein, quand on reste comme ça, une paire de mois sans travailler, mais quand on revient de vacances au bout de 3 semaines, on a du mal à s'y remettre. Ça a été où? Non. C'était pas simple. Le retour au bout de 6 mois, ça a été très perturbant de reprendre. C'est justement cette position de soignant alors qu'on avait échangé les rôles pendant 6 mois. J'étais perturbée, perdue. Et cette fois-ci, c'est la médecine du travail et la psychologue qui m'ont soutenue. J'ai rencontré la psychologue à plusieurs reprises et ça m'a vraiment aidé à reprendre pied avec mon activité professionnelle, à retrouver mes repères d'avant la maladie. Et il a fallu quelques semaines, quelques mois et j'y travaille encore aujourd'hui, mais je sens vraiment que ça va mieux. Je crois que je suis presque normale maintenant. Je retouche à la normalité et puis on retouche à la normalité aussi à la maison puisque Léonie, ses suivis sont de plus en plus espacés. Donc il y a comme un couvercle qui se soulève progressivement et on respire et on va bien. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous. Mais de rien. Et on continue notre petit tour d'horizon des soignants du centre hospitalier et nous sommes désormais avec Johanna Capel et Clément Louage qui sont aides-soignants à l'EHPAD des Charmilles, la maison de retraite du CHD. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, on imagine que là aussi, cette année 2021, c'est pas une année comme les autres. On en discutait en off avant de commencer cette interview.
Sur ces derniers mois, parce qu'il y a eu évidemment notamment une période d'isolement, pour les soignants, vous avez été quoi? Vous avez été leurs petits-enfants, leurs enfants, vous avez été les gentils, les méchants, mais vous avez été en fait la famille de ces, Oui, de ça, ces résidents. ça. Je pense que j'en ai d'accord aussi. Je pense Ah ouais, qu'on a été complètement. un peu de tout en même temps. Les gentils, les méchants, effectivement. On représentait toutes les images de géoliers parce qu'on leur interdisait. Ah, c'est fort comme mot quand même. Ah oui, Géolier, oui, quoi. non, mais ça a été interprété Je- par eux un peu comme ça. Ils ouais. le ressentaient comme ça, ils nous disaient bien qu'ils étaient en prison, donc du coup, ils Si, un se peu sentaient en géolier. prison. Ouais. En même temps, les confidents, les personnes qui voyaient au quotidien, tous les jours. Donc du coup, c'est vrai que ça a été plus famille qu'autre chose par la suite. Hein. Ouais. Ah, c'est des mots forts, ce que vous dites. Vous avez été d'un côté les joailliers, de l'autre vous étiez les confidents. Et là, vous avez été leurs meilleurs amis, mais aussi parfois Oui. leurs meilleurs ennemis. Mais ça leur Pire permet ennemi aussi, justement ouais. de s'exprimer et de vivre aussi. Hein. Quand la colère est là, c'est bien, hein, c'est s'exprimer. Puis ça a été interprété aussi, ressenti comme ça Par pour moi, nous. en me concernant. Hein. Moi aussi. Ouais. J'ai pas spécialement apprécié l'idée de tout d'un coup leur dire non, c'est pas possible de sortir de la chambre, non, c'est pas possible de voir la famille. On vivait pas spécialement bien. Hein, Oui, et puis ils nous posaient plein de questions aussi où parfois on n'arrivait pas à répondre. On n'avait pas les réponses tout de suite, donc c'était difficile d'entrer, de dire bon, j'ai pas su apporter toutes les réponses à ces questions. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on était aussi un peu de la famille, quoi. On était un peu les petits enfants. Enfin, moi, je me sentais un petit peu comme le petit-fils, quoi, parce que finalement, c'était aussi mon seul lien social en dehors de. Les étreignant moins, du coup. Ah ouais, c'est sûr. Un petit peu, ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que ça a changé en fait notre relation Ouais, avec le carrément. résident parce que il y a ce côté géolier, mais c'était pas non-stop, hein, évidemment. Hein. Au contraire, ça nous a permis de discuter davantage avec C'est eux, ça. de trouver un dérivatif aussi, une occupation aussi autre pour qu'ils cessent de penser à cet isolement. Et donc, ça renforce Oui, les et puis, liens. Hein. même la plupart, maintenant, ils m'appellent par mon prénom. Alors qu'avant avant le Covid, justement, j'étais juste le soignant pour eux. Ouais, c'est ça. Et là, On est approche. encore aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup qui disent Clément, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Alors qu'avant, c'était monsieur, vous pouvez, quoi. C'est vraiment, moi j'ai senti qu'avec les résidents, il y a eu un lien beaucoup plus fort qui s'est Complètement, installé. Hein. Ouais. J'aimerais que vous me racontiez aussi une période qui a été particulière, c'est lorsqu'il y a eu le début de la vaccination et justement quand la première dose a été terminée et que du coup c'était un peu la libération, j'ai l'impression, pour les résidents qui étaient souvent enfermés dans les chambres. C'est des moments assez magiques, non? C'est ce retour de la liberté. Un soulagement pour nous. En tout cas, en tant que soignant, un grand soulagement. On essayait d'attendre On désespérément. était aussi quand même témoins de ces choses-là, quoi. Donc c'est vrai qu'on était témoins du bon et du moins bon, mais c'est vrai que le fait de les voir sortir de la chambre et de pouvoir revivre un petit peu, quoi. Rien que de revoir en fait leurs amis, tout simplement, parce que là-bas ils sont entre amis aussi, quoi. Et c'est vrai qu'on a senti, même dans leur santé, en fait, ils étaient mieux. Parce que justement, ils vivaient, quoi, tout simplement. De pouvoir refaire les lotos, de pouvoir faire Oui, puis refaire les télé, activités. Ils discutaient plus du tout de la maladie ou de ce Covid. Hein. Ils se retrouvaient dans les pièces communes et c'était comme s'ils s'étaient jamais quittés. Il y a une dame qui aime bien chanter, là ça y est, elle a pu chanter, etc. Suite, avec ses amis. C'était carrément mieux, quoi. Ah, nous, c'était plaisant, c'était des moments agréables. Hein. Quand on travaille dans un EHPAD ces derniers mois, là, cette crise sanitaire, on doit bricoler aussi, j'ai l'impression, tout au long de l'année, non? C'est-à-dire trouver des nouvelles astuces pour pouvoir, on en parlait juste avant, voilà, pour essayer d'innover, pour justement peut-être casser la routine, casser l'isolement. On doit innover, non? Cette période nous a plus ou moins obligés à devoir inventer effectivement un autre mode de communication et de renforcer aussi pour leur moral, hein, parce que c'était essentiellement le moral qu'on travaillait, hein, de toute façon, parce que il n'y a pas de secret, hein, cet isolement entraîne le syndrome de glissement, donc si on veut l'éviter, il faut absolument les occuper. Et oui, on a quelques astuces qui ont fonctionné, d'autres non. En fait, disons que eux, ils ont changé leur comportement indirectement et involontairement, donc nous, on a dû aussi changer le nôtre. Et la petite porte d'accès qu'on avait avant pour justement rentrer avec eux et nous mettre bien avec eux a changé. Donc ce qui marchait avant ne marchait plus forcément actuellement. Donc on a dû trouver d'autres façons de les aborder, de les approcher. Mais après, ça fait aussi partie de notre métier, quoi. Et au final, je pense que ça s'est plutôt très bien passé. Parce que, au final... Ils sont bien, hein. Vu qu'on a des meilleures relations, à mon avis, c'est que du coup, ça s'est bien passé, quoi. Johanna Capel et Clément Louache qui sont toujours avec nous. Donc, vous travaillez à l'EHPAD, la maison des Charmilles. Comment vous allez aujourd'hui? Quand je dis vous, c'est les équipes en général. Voilà, ça va bien. Bien, parce que cette période aussi, pour nous, les soignants, nous a permis d'avoir aussi notre approche l'un envers l'autre. On ne se voit plus non plus comme des soignants, mais pareil, comme je vous l'ai dit, c'est une famille maintenant, hein, réellement. Parce qu'on a tous vécu ça différemment. Hein, chacun a son interprétation personnelle avec
ces émotions et on est épanoui. Et puis surtout, on ne refait pas peut-être les maladresses que nous avons pu faire à la première période. On n'est plus vraiment des collègues en fait, mais on est des amis quoi, tout simplement. On est des amis ou même parfois des petites familles quoi, en fait, entre guillemets. Hein. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de personnes dans mon équipe que je revois en dehors du boulot, alors qu'avant pas forcément. Enfin, j'en voyais un ou deux. Aujourd'hui, on se fait on essaie de se faire des restaurants, on essaye de. Là maintenant, je fais du sport avec des collègues. Voilà, on essaye de. Enfin, en fait, on s'est soudés, on s'est rapprochés quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est devenu en fait une petite famille maintenant. Ouais. Alors, ça a quand même des conséquences. Maintenant, quand il y a un mariage, il faut inviter plus de personnes. Voilà, c'est ça. On a moins de disponibilité maintenant. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'était super. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. Deuxième partie de ce podcast Dis-moi ton hôpital, nous allons continuer à évoquer cette année 2021 et puis l'avenir aussi 2022. Nous sommes avec le président du directoire, donc qui est monsieur Yves Marlier, merci d'être avec nous. Nous avons aussi le président de la CME, le docteur Thierry Popard qui est avec nous, merci beaucoup. Et puis le président du conseil de surveillance, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, Patrice Vergrit, merci d'être avec nous. Tous les témoignages qu'on vient d'entendre, on a des soignants qui disent que effectivement cette année 2021 elle a été difficile pour eux, ils sont fatigués, mais tous évoquent la fraternité, le fait qu'entre collègues ils se soient unis. Ça aussi, ce sont des messages qui sont forts quoi. On se sent un peu tout petit par rapport à eux. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que d'abord cette année 2021 a été un peu particulière. Je me souviens au cours du premier trimestre, la difficulté à laquelle on a été confronté ici au centre hospitalier, difficulté à laquelle les soignants ont été largement confrontés. Et c'est vrai que c'est là qu'on a vu l'esprit de solidarité entre soignants au niveau de l'hôpital, entre soignants aussi à l'échelle de la communauté professionnelle. Et c'est cette solidarité, cet esprit d'unité qu'on ressent encore aujourd'hui, qui a beaucoup marqué forcément cette année 2021. Et je pense que c'est ce qu'on ressent à travers ces témoignages. Vous qui avez un regard un petit peu extérieur en tant que président du conseil de surveillance, c'est quoi votre point de vue sur la gestion de la crise par le CHD ? On a l'impression qu'on a un hôpital qui n'a jamais été débordé finalement. C'est un hôpital qui a été d'abord efficace. Il faut le reconnaître, dans la coordination, dans la réactivité, dans la capacité à accueillir les personnes qui étaient touchées, qui continuent à être efficaces. Donc ça, il faut le rappeler, on a un bon hôpital ici à Dunkerque. Et puis, c'est un hôpital qui a eu cette capacité à mobiliser une communauté de soignants, comme je le disais, de manière solidaire. Moi, vraiment, je saluais tous les personnels de l'hôpital qui ont vraiment été mis à rude épreuve. Il ne faut pas oublier, je me souviens quand j'étais passé au premier trimestre 2021, c'était des moments durs ici, c'était des moments difficiles. Eh bien, le personnel a été à la hauteur du professionnalisme et à la hauteur de cet esprit de solidarité. Donc voilà, moi c'est vraiment le message que je retiens. Puis c'est un hôpital qui s'améliore de jour en jour, d'année en année, avec de plus en plus d'innovations médicales. Et ça se ressent aussi dans la qualité de soins. Docteur Popard, on en est où justement, la crise sanitaire actuellement ? Alors actuellement, donc, on affronte, je dirais, le début de la 3e année Covid, avec quand même quelques espoirs, puisque les 2 premières années, avec les vagues successives, ont été assez terribles quand même pour l'établissement, le personnel et puis l'ensemble de la population de Dunkerque, qui a été bien touchée par ces précédentes vagues. Celle-ci, elle est très différente des précédentes, c'est-à-dire qu'elle est... ce nouveau virus est très contagieux, donc il y a beaucoup de gens qui sont contaminés, qui viennent encore à l'hôpital, parce qu'on a encore entre 30 et 40 patients quasi en permanence hospitalisés, moins en secteur intensif, même si on a toujours à peu près la moitié de la réanimation avec des patients Covid positifs. Mais on a vraiment le sentiment que la maladie est différente. C'est plus tout à fait la même maladie que les 2 années précédentes. Et donc, de fait, elle est sans doute un peu moins grave. On a des taux de mortalité aussi qui sont bien moindres qu'auparavant. Tout ça avec la conjonction d'une politique de vaccination très, très importante sur l'agglomération. Et puis le fait que la population se soit beaucoup contaminée au cours des vagues précédentes a participé au développement d'une immunité de population assez grande. Ce qui fait qu'on est globalement moins impacté. Là où on est un peu plus dans la difficulté, c'est sur l'absentéisme encore du personnel, qui est un peu plus touché que lors des vagues précédentes.
avec donc des retraites personnelles pendant 5 à 7 jours. Et donc ça désorganise encore un peu les soins et c'est là où ça reste difficile. Mais on espère qu'à partir de mars-avril, on va pouvoir retrouver une situation la plus normale possible et continuer, nous, de prévoir nos nouvelles organisations, nos nouveaux projets. Ça, c'est quelque chose d'important et qui a été un peu ralenti ces 2 dernières années. Monsieur le directeur, on va évoquer aussi ce qui s'est passé cette année 2021, hors Covid, on va pas parler coronavirus pendant toute cette interview. Il y a eu plein de choses, hein, c'est vrai, au CHD, beaucoup de nouveautés, des bonnes nouvelles aussi. Je pense par exemple à la maternité Angèle Barbion qui a obtenu le label Ami des bébés. Voilà, ce sont des messages forts. Le CHD a continué à avancer malgré la crise. Et l'arrivée du directeur. Et l'arrivée du directeur. Heureusement que vous êtes là, monsieur le maire. Arrivé en même temps que le pic du Covid, donc sans qu'il y ait de corrélation pour autant, hein, j'ose l'espérer. Oui, évidemment, beaucoup de choses sont passées. Je voudrais revenir quand même rapidement. C'est vrai que c'était une année très paradoxale finalement, parce que c'est vrai que c'était une année de crise, une année où on s'est beaucoup mobilisé sur le Covid. On va y revenir, une année où on a quand même essayé de continuer à travailler sur les fondamentaux de l'hôpital. Mais c'est une année où, paradoxalement, les gens ont redécouvert le service public, ont redécouvert l'utilité du service public, de voir où on pouvait fonctionner, où le service public a découvert aussi l'hôpital, qu'il était dans un environnement et qu'avec la ville, avec les soignants, avec les services municipaux, avec tout le monde, avec ce maillage-là, on pouvait tenir finalement une crise sans précédent, sans trop de dommages, hein, même s'il y a évidemment des drames au cours de la crise. Mais au bout du bout, on a tenu le système. Et je veux dire, en interne à l'hôpital, ce qui était intéressant, c'est que les gens ont aussi redécouvert les métiers des uns et des autres. On a beaucoup parlé des métiers de première ligne, les invisibles. À l'hôpital, ils existent aussi. Ce sont le magasin, ce sont les cuisines, ce sont les blanchisseries. Et les soignants ont retrouvé la nécessité, effectivement, d'avoir ces gens qui approvisionnent les services en matériel, parce que quand il n'y a plus de masques dans le service, ça ne fonctionne pas, quand il n'y a plus de gants. Et on voit l'utilité d'avoir toute cette chaîne qui, finalement, maille le service public. Et moi, je trouve que c'est intéressant, parce que vraiment, à l'hôpital, moi j'ai l'habitude de dire, à l'hôpital, nous sommes tous des soignants, parce le métier de l'hôpital, c'est de faire du soin. Et dès lors qu'on est à l'hôpital, qu'on soit brancardier, qu'on soit directeur, qu'on soit infirmière, on concourt tous à la construction du soin, donc nous sommes tous des soignants. Donc, pour revenir sur votre question, parce que je ne l'ai pas oublié, donc évidemment, on a essayé de continuer pendant le Covid à avancer et à continuer à remplir nos missions, parce que bien évidemment, les gens n'ont pas arrêté d'être malades sur d'autres pathologies, même si c'était plus compliqué. On a mis en place des téléconsultations pour pouvoir suivre les gens à domicile sans les faire venir trop à l'hôpital. On a eu effectivement dans nos organisations des développements où on a développé probablement plus de pratiques, mais Thierry Popin reviendra peut-être dessus en matière d'hospitalisation ambulatoire. On a fait moins d'hospitalisation complète. Et ça nous a amené à réfléchir aussi sur les natures de nos prises en charge. Et on a continué, avant les annonces gouvernementales, en tout cas de l'ARS sur les travaux en fin d'année, de continuer à moderniser l'hôpital. Donc il y a eu effectivement le label IHAB pour la maternité Angèle Barbion qui permet là, de reconnaître en tout cas une dynamique de qualité d'organisation de prise en charge. Mais on a aussi continué à moderniser les structures. Alors des choses très invisibles, hein. La sécurité incendie, on a changé énormément de têtes de sécurité incendie. Un hôpital, on doit la sécurité aux patients, y compris sur leur hébergement, pas que dans les soins. On a modernisé la pédiatrie. Première tranche sur la pédiatrie, c'est important. C'est le sujet de la prise en charge de l'enfance, et notamment avec la désertification, là aussi en ville, en matière de pédiatre, nécessite qu'on ait un outil très performant sur ce sujet. Le service d'hématologie, qui est un service qui ne dessert pas que la population du Dunkerquois, mais qui est un service qui a une vocation littorale de Boulogne à Dunkerque, sur laquelle des pathologies graves en hématologie. Donc ce service a été rénové. Et donc on a fait augmenter une salle au bloc opératoire, parce que là aussi, même si on a levé un peu le pied sur le fonctionnement en ambulatoire, le fait d'avoir des rotations de patients plus fréquentes, on a développé de l'activité chirurgicale en ambulatoire plutôt qu'en conventionnel, qui nécessitait d'avoir aussi plus de place. Donc on a une salle de bloc en plus. Donc cette dynamique-là a évidemment été continuée et qui sera poursuivie avec beaucoup plus de dynamique encore, avec les annonces qu'on a pu avoir en fin d'année d'accompagnement sur les investissements et de reprise d'une partie de la dette, pour pouvoir continuer la modernisation de l'hôpital et d'être à horizon de 7-8 ans sur un hôpital totalement rénové.
On peut peut-être donc du coup justement évoquer donc cette année 2022, les perspectives. Ça va être quoi le plan d'investissement? Ça va ressembler à quoi le CHD dans 5 ans, dans 10 ans? Donc oui, c'est un sujet qui nous occupe tout particulièrement et dans lequel, en tout cas, moi je me suis, avec Patrice Vergrit, impliqué dès le départ au milieu de la crise Covid, quand on a notamment reconnu que la réanimation nécessitait d'être modernisée. On a vu sur ces 2 dernières années l'importance d'un service de réanimation. Et donc celui de Dunkerque est déjà très ancien et nécessitait absolument d'être rénové. Donc ce projet-là a été accepté et va être financé et donc construit à une échéance de 3 ans environ. Donc ça sera un service de réanimation tout à fait moderne, aux normes, et qui va de fait être offert à la population et aussi être très attractif pour les jeunes médecins, les jeunes réanimateurs qui souhaitent venir à Dunkerque. Et donc c'est l'un des points forts de l'hôpital et qu'on va consolider. Il y aura également une modernisation du service de dialyse, qui est aussi un sujet assez essentiel. Il y aura la création d'une nouvelle aile pour le service de néphrologie. Tout ça sera fait de façon concomitante avec la nouvelle réanimation. Et puis l'autre projet à court terme, puisque c'est une échéance de 2-3 ans, c'est également le nouveau pôle de consultation qui sera sur le site de l'hôpital, mais à l'extérieur du périmètre des hospitalisations conventionnelles, avec des accès directs et une organisation de soins qui sera également beaucoup plus performante dans l'accueil et dans la gestion des malades qui viennent consulter à l'hôpital. Bon, on l'a compris, on a une année 2022 qui va être encore chargée. Dernière question, peut-être je me tourne vers vous, Patrice Vergrit. On a l'image du CHD qui est en train de changer. Moi, je suis arrivé il y a 14 ans à Dunkerque, et c'est vrai qu'à l'époque, le centre hospitalier, c'était pas forcément très bonne presse. Et là, on a un hôpital qui change, qui est moderne. On a les gens, on n'a plus peur d'aller au CHD, entre guillemets. On a vraiment l'image qui change. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? C'est vrai, tu as tout à fait raison. Je pense que ce centre hospitalier, il avait besoin de modernisation. Et c'est vrai que là, maintenant, quand on regarde ce qui s'est fait au cours de ces dernières années, on a d'abord eu le TEP-scan. L'absence de TEP-scan à Dunkerque était une véritable injustice. On a aujourd'hui sur ce territoire des victimes de cancers liés à l'amiante. On sait que c'était un outil de diagnostic absolument essentiel. Ça a été le premier combat, il a été gagné. Ça a été difficile, on l'a obtenu. Puis la nouvelle maternité, puis les laboratoires, puis tout ce que vient de décrire le docteur Popard. Vous voyez la dynamique de modernisation du CHD. Il y a aussi une volonté aussi de renforcement des compétences. Et je dois dire, ça a été un énorme travail qui a été fait. C'est pas facile d'attirer des médecins de qualité, des soignants de qualité, des professeurs de qualité. C'est difficile. Il y a à la fois l'attractivité de la ville qui joue. Et évidemment, là, on a essayé de renforcer l'attractivité de la ville, mais aussi celle de l'hôpital. Quand on évoquait tout à l'heure les équipements de qualité, ça attire aussi des professionnels de qualité. Et puis l'équipe, l'ambiance, tout ça, ça concourt évidemment à attirer des professionnels qui en tout cas apportent beaucoup de compétences. Et je pense que oui, moi je constate, depuis que je suis président du conseil de surveillance, j'ai l'occasion d'en être le témoin. Depuis cette dernière dizaine d'années, l'hôpital s'est beaucoup modernisé, a acquis beaucoup de compétences. Et moi je dois saluer effectivement le travail qui a été fait. Récemment encore, j'étais avec Yves Marlier, Dr Popard, on visitait un certain nombre de services pédiatrie. Quand on voit aussi à la fois l'enthousiasme des équipes et la qualité aujourd'hui du travail qui est fait, c'est remarquable. Et c'est vrai que moi, j'avais dans mon souvenir, j'ai été à un moment donné un usager de ce service-là et je n'avais pas du tout un bon souvenir de ça. Mais là, ce que j'ai vu, c'est tout autre chose. C'est un autre rapport aux usagers aussi. Donc, je vraiment que féliciter tous ceux qui ont permis ça depuis ces années. Et puis les professionnels maintenant du CHD qui font un grand travail de qualité. Et ça continuera grâce effectivement, comme ça a été dit, par les investissements qui vont venir demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Amanda qui m'a permis de préparer ce podcast. Merci à Antoine qui a géré la technique audio et vidéo. Puis merci évidemment à tous les soignants d'être mobilisés. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dis-moi ton hôpital. Merci à tous.